Albert Barbout, je suis juif, c'est ce que je commence toujours comme ça met les choses. Okay. Des fois je fais des témoignages auprès des établissements scolaires et la première chose que je dis, je suis juif, comme ça met, tout le monde sait à qui ils ont affaire. Donc je suis né à Paris en 1933 et donc au moment de la déclaration de guerre, il faut vous dire d'abord que mes parents étaient originaires de Turquie. Mon père avait quitté la Turquie dans les années 20 au moment de faire son service militaire, parce qu'il faut savoir qu'en Turquie, le service militaire était d'une durée de 7 ans. Donc les Turcs en général, musulmans, avaient le droit de prendre quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de moyens pour aller faire le service militaire à leur place, moyennant quoi la personne qui était riche s'occupait de subvenir aux besoins de toute la famille. Les Juifs n'avaient pas ce droit. Les Juifs devaient faire 7 ans de service militaire. Si bien qu'au moment d'arriver à peu près à l'âge du service militaire, beaucoup de Juifs quittaient la Turquie. C'est ce qui est arrivé avec mon père, qui donc clandestinement a quitté la Turquie, est arrivé naturellement en France, qui était le pays des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, et donc est arrivé dans le 11e arrondissement à Paris où se retrouvaient tous ces juifs qui venaient de Turquie. Et naturellement, il n'avait plus sa nationalité turque, il était devenu apatride, puisqu'il n'avait pas fait son service militaire, et il n'était pas français. Les événements arrivent, mon père a voulu s'engager dans l'armée, on ne l'a pas pris parce qu'il était apatride, et il s'est engagé dans les brigades juives. La drôle de guerre a duré ce qu'elle a duré, il est démobilisé, il rentre à Paris, et je ne sais pas, il avait dû attraper une maladie quelconque, il y décède quelques mois après à l'hôpital Rothschild. Et ma mère se retrouve donc seule avec les 3 enfants. Il faut savoir que les restrictions, les ordonnances sur le statut des Juifs qui commencent dès l'arrivée de Pétain au pouvoir font qu'elle a plus le droit de commercer. Alors elle a de la marchandise qui appartenait à mon père, qui était marchand forain, il vendait du blanc sur les marchés, elle va se débrouiller pour donner une paire de draps ou des serviettes en échange de 6 œufs, etc. pour pouvoir... Mais bon, c'est difficile. Elle fait la connaissance d'une dame qui lui dit tu devrais au moins te séparer d'un de tes enfants, on était 3. Le second avait 15 mois de moins que moi, il était né en 34, au mois de septembre, et Jojo, le plus jeune, était né en 37, il avait 4 ans. Donc moi, elle me place à l'assistance publique qui m'envoie à Auxerre, dans une famille de paysans. Je reste quelques mois là, j'étais pas bien, j'étais maltraité par le fils de ces paysans. Enfin, toujours est-il que ma mère me récupère début 41, quand l'exode se termine et que je rentre à Paris avec mes frères, et je vais à l'école communale comme tous les gosses. Et puis 42, le statut des Juifs encore, obligation de porter l'étoile jaune avec l'inscription juif sur les vêtements. Je porte donc, à ce moment-là, en 1942, j'ai 9 ans, donc je porte l'étoile juive sur mes vêtements. Et je me rappelle avoir vu de mon balcon la queue des gens sur le boulevard Voltaire qui allaient se faire tamponner leur carte d'identité et acheter, je dis bien acheter, moyennant 3 tickets de textile pour avoir l'étoile jaune, 3 par personne, qu'on devait coudre sur les vêtements. Et de ce jour-là, je ne suis plus un petit garçon comme les autres. C'est fini. À l'école, on me montre du doigt. Je suis le sale juif. Je suis le sale youpin. Je suis le sale yourte. J'ai plus de copains. Alors je dis à ma mère, je ne veux plus aller à l'école. Elle me change d'école. Elle me met, j'étais à la rue Keller, je vais à la rue au boulevard Parmentier, puis c'est pareil, et puis à la rue Godefroy-Cavaillac. Enfin, c'est toujours pareil.
Ma mère va voir la directrice lui dit, écoutez madame, vous savez, bon, vous êtes juive, votre fils, vous devriez l'enlever de l'école, ça serait encore mieux pour tout le monde. Voilà la solution qu'avait trouvée la directrice. Et ma mère, à ce moment-là, il y a les rafles, les premières rafles des juifs du 11e arrondissement, où on rafle les apatrides. Elle pense qu'un jour ou l'autre, on va venir nous arrêter. Elle va revoir cette dame de l'assistance publique et elle dit, bon, au moins les deux garçons, les deux aînés, les deux plus grands, essayent de me les garder. On part avec mon frère Lissot à l'assistance publique boulevard d'Enfer-Rochereau à Paris. On reste quelques jours là et puis elle nous place, elle trouve deux fermes voisines l'une de l'autre dans la Nièvre, à côté d'un petit village qui s'appelle La Selle-sur-Loire. Et donc on arrive là, on a deux fermes voisines. Madame Dionne, c'est une fermière âgée, une dame âgée avec un monsieur âgé. La première chose qu'elle fait, c'est de supprimer l'étoile jaune et de me dire, toi, tu ne parles plus, tu n'es plus juif, c'est fini, c'est terminé. Et je vais à l'école, au village, je passe prendre mon frère qui est à côté, le village se trouve à 3 km de la ferme. Le jeudi, comme tous les gamins, je vais au catéchisme. Dans le village, personne ne sait que je suis juif, si ce n'est la fermière et le curé. Parce qu'elle a prévenu le curé, parce que à ce moment-là, moi j'ai déjà 12 ans, je vais avoir 12 ans, 13 ans, c'est l'âge de la communion. Alors elle lui a dit, vous savez, le petit, il est juif, il n'est pas question qu'il fasse la communion. Alors le curé me dit, toi, tu ne fais pas ta communion. J'étais un peu vexé, mais je n'ai pas fait de communion. Et puis donc, ça se passe très bien, on mange. On n'a pas de rationnement à la ferme, il y a tout. Il y a le poulailler, il y a le clapier, on mange du lapin, il y a le potager, il y a les légumes. Elle fait le pain une fois par semaine, des grosses bûches de pain. Elle achète le poivre et le sel. Hein. Je sais pas, elle achète rien, quoi. Hein. On a tout. Le jour où il y a un cochon, on tue le soir. Tout le monde mange du cochon. Alors, c'est vrai qu'à Paris, avant la guerre, mes parents étaient cachères, parce que en Turquie, les juifs mangeaient cachère, et donc la tradition a continué dans le 11e, on mangeait cachère. Et là, attends, si on te donne une belle tranche de jambon, comme tu claques du bec, bah, tu manges la tranche de jambon. Tout s'est passé très bien jusqu'au 23 mars 1944. Enfin, 2 jours avant, ma mère est arrêtée à Paris. Elle est avec mon petit frère Jojo, qui lui, elle l'a gardé, parce qu'il est trop petit. Elle est arrêtée et elle est naturellement, comme toutes les rafles, elle est envoyée à Drancy. Et ma mère, elle avait gardé sa nationalité turque, parce que mon père était venu comme apatride, mais ils étaient fiancés en Turquie. Quand il a eu son boulot, qu'il a eu son appartement, qu'il travaillait, qu'il était bien, il a fait venir sa fiancée et ils se sont mariés dans le 11e arrondissement à la mairie. Et c'est là où je suis né. Mais ma mère a gardé sa nationalité turque parce que, d'abord en Turquie, elle avait son père, sa mère, elle avait ses frères, ses sœurs, et elle n'avait pas de problème avec le service militaire. Elle est arrêtée le 22 mars 1944, à Drancy avec Jojo, et elle sort son passeport turc, elle dit, voilà, moi je suis turc, je veux rentrer chez moi en Turquie. Et sur le passeport, il y a la photo des 3 enfants. Alors on lui demande, mais où sont vos autres enfants? Elle est obligée de dire où nous étions. Et donc ce sont les gendarmes français qui viennent nous chercher dans la Nièvre. Ils viennent, c'était un jour où j'avais pas classe, ils demandent à Madame Dionne, le petit barboute. Il m'attrape, c'est toi le petit barboute, viens, et il me met les menottes. En 1944, j'ai 11 ans. Alors, Madame Dionne, elle dit, mais comment vous mettez les menottes à un enfant de 11 ans? Madame, estimez-vous heureux que je ne vous passe pas les menottes à vous aussi? Et mon frère et moi, on se retrouve dans le train avec ces gendarmes et on arrive à Drancy. Mais nous, on n'est pas mécontents, en définitive. On va retrouver notre mère, on ne l'a pas vue depuis 3 ans. Hein, on n'est pas...
On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui arrive. Et on arrive à Drancy, et on retrouve là-bas ma mère et mon frère Jojo. On est 4. À Drancy, je pense que vous savez ce qu'était Drancy. Drancy, ce sont des HLM qui ne sont pas terminés. C'est des bâtiments en U, fermés devant par des barbelés. Il y a une cour au milieu où les gens traînent. Et puis, il y a des escaliers. Et nous, on est affectés dans un escalier, comment vous dire, c'est l'escalier où on n'est pas déportable de suite. C'est-à-dire, c'est des escaliers où il y a des Turcs, où il y a des Cubains. Alors, les Turcs, ils ont un statut particulier. Pourquoi? D'abord parce que la Turquie était l'allié des Allemands pendant la Première Guerre mondiale, et que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient neutres. Ils ne sont pas alliés ni avec les Alliés, ni avec l'Allemagne. Et le gouvernement turc réclamait depuis janvier ses ressortissants, pas particulièrement les Juifs, demandait que tous les ressortissants turcs rentrent au pays. Et donc ma mère a eu beau jeu de dire « moi je veux rentrer chez moi ». Donc on est là, on attend, on ne sait pas. Donc on va rester là du 23 mars jusqu'au 15 avril. On va monter dans des autobus, ces fameux autobus qui avaient rappelé les Juifs en 1942, et on va nous emmener à la gare de l'Est. Et à la gare de l'Est, il y a un train de voyageurs, c'est pas les trains les wagons bestiaux. C'est pas les wagons bestiaux qui les emmènent. C'est un train normal de voyageurs. Les Juifs, on est dans 2 wagons, je crois, 2 ou 3 wagons, j'en sais rien, on est 166. Alors j'ai la liste de ce convoi, c'est le 8e convoi, le 6e convoi, il y en a eu 8 qui vont partir avec des Juifs pour la Turquie. Il y a mon nom là, voilà, avec 85 rue Sedaine, avec l'adresse où nous habitions. Et voilà un train qui va partir de Paris, qui va passer à Strasbourg, va traverser l'Allemagne en pleine guerre. Un train avec 166 Juifs, tranquille, pas bombardé. Des fois, on s'arrête en pleine campagne, on va rester 3 heures, 4 heures, 5 heures, une journée. Et puis l'Autriche, on va arriver à Vienne. À Vienne, je racontais tout à l'heure à cette jolie demoiselle, dame là qui est là, qu'à Vienne, on est arrivé le matin très tôt, et le chef du convoi nous a dit le train repartira qu'à 5 heures. Et il y a une dame, une juive, avec ses 2 filles qui sont grandes comme elle, tu vois, 2 petites. Oh, c'est formidable, si on est à Vienne, il faut que je fasse visiter le Prater à ma fille. Et le chef du convoi lui dit, madame, ici vous êtes en Allemagne, c'est l'Autriche, mais c'est l'Allemagne. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, vous n'avez pas de papier, vous n'avez rien, si on vous arrête, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, mais c'est peut-être la seule occasion qu'elles aient de visiter le Prater, on va au Prater. Elle est revenue, elle est partie, et à 4 heures de l'après-midi, elle est revenue, toute joyeuse, ils avaient visité le Prater. Et voilà, et le voyage continue, on s'arrête, on repart. Alors manger, nous on n'a rien. Par contre, dans les 166 juifs, là, il n'y a pas que des juifs qui sont sortis de Drancy. Il y a d'autres juifs qui ont de l'argent. Et puis il y a le chef du convoi. Alors de temps en temps, ils s'arrêtent, je ne sais pas, quand le train s'arrête, ils achètent. Enfin, toujours, on n'a pas manqué, on n'a pas eu faim, quoi. Hein. Et puis on va continuer le voyage. Et je vous raconte ce voyage parce que ce voyage, ça a été quelque chose de très marquant. Et on arrive un jour à Sofia. C'est une ville qui a été bombardée, mais c'est un tas de ruines. Et naturellement, la voie, elle est coupée. Le train, il ne peut pas aller plus loin, il n'y a plus de rail, il n'y a plus rien. Alors, je ne sais pas, ils ont discuté,
Ma mère, elle fait une crise d'asthme épouvantable. À côté de la gare, il y a un médecin qui lui donne une pompe parce qu'elle était asthmatique. Et on monte dans des camions. Et donc on arrive dans une autre gare. Et là, le chef de gare de cette nouvelle gare nous dit « Vous ne pouvez pas rester là parce que la gare va être bombardée. » Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y avait des trains de bestiaux, des wagons à bestiaux. Tout le monde monte dans les trains à bestiaux et ce train s'en va. Et ma mère dit non, moi j'ai une crise d'asthme. S'il est bombardé, ben, je vais mourir ici, je reste ici. Et on reste tous les quatre dans la salle d'attente, les lumières éteintes, plus personne dans la gare et on reste là. Et il y a les sirènes, il y a le bombardement. La gare est épargnée. Et au petit matin, arrive un train de voyageurs avec tous les gens qui étaient partis dans les wagons à bestiaux qui sont dedans. Ils viennent nous chercher. Et le train repart et on arrive à la frontière turque où il faut changer de train parce que les rails ne sont plus de la même dimension, enfin je ne vous dis pas. On reprend un train turc avec les banquettes en bois et on arrive à Istanbul. Je me suis retrouvé au château de Montbuisson, à l'orphelinat Rothschild. C'est que quand nous sommes rentrés de Turquie, ma mère avait contracté la tuberculose comme Pierrot, et donc elle est rentrée en sanatorium, et nous sommes retrouvés donc à l'orphelinat. J'avais 13 ans à ce moment-là, il y avait des enfants de tous âges, la plupart étaient des enfants de déportés, et les plus grands, moi j'avais 13 ans, donc en 1946, s'occupaient des plus petits. C'est comme ça que j'ai commencé à m'occuper de celui-là, qui avait le lit à côté de moi, à côté du mien. Ce que je voulais dire, c'est que la plupart de ces enfants qui étaient là, la majorité, revenaient de Suisse, où ils avaient été cachés par l'intermédiaire de l'OSE ou des filières organisées par les éclaireurs israélites de France. Ensuite, il y avait la filière du dispensaire Amelot à Paris. Et donc, on s'est retrouvés à l'orphelinat où je suis resté jusqu'en 1951, où on m'a foutu à la porte parce que on m'a dit, bon, maintenant tu es grand, tu peux te démerder tout seul, donc tu t'en vas de là. Et je suis parti. J'ai un peu fait la galère, j'ai fait un peu tous les métiers, j'ai travaillé au Sentier à Paris, tout ça. Et je me suis retrouvé en 1953 à Marseille, chez une cousine éloignée de ma mère. Et donc j'ai fait toute ma vie à Marseille. J'ai commencé quand s'est créé l'amicale des déportés d'Auschwitz à Marseille. J'ai dit il faut que j'adhère là-bas. J'ai donc adhéré à l'amicale qui se réunissait une fois par mois. Puis je suis devenu le secrétaire général de l'amicale. Et un jour, ce gars-là est venu à l'amicale et il m'a écouté, et la présidente de l'amicale, qui est une ancienne déportée qui s'appelle Denise Toros-Martin, a parlé, elle a fait son speech, et puis après elle a dit je vais donner la parole à Albert Barbout. Et lui, il m'a regardé en face, puis à la fin de l'intervention, il est venu me voir, il me dit mais vous êtes Marseillais? Je lui ai dit non, je suis parisien. Il m'a dit mais vous étiez... Je lui ai dit j'avais... Après la guerre, j'étais dans la région parisienne. Il me dit à Pontoise, je lui dis à côté de Pontoise. Il me dit à Saint-Ouen-l'Aumône, je lui dis oui, au château de Maubuisson, oui. Il me dit je suis Pierre Drahi. Je dis Pierre Drahi, je ne connais pas. Puis il me dit Pierrot. Et voilà, c'était lui, Pierrot. Pierrot, sûrement, ça m'a interpellé parce que c'était le minot, le gamin de 5 ans dont je m'occupais à l'orphelinat. Et je l'ai retrouvé donc 70 ans après. Après, quand on est passé à la télévision, parce qu'il a présenté son livre à l'émission de Sophie Davant, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit « Mais vous ne l'avez pas reconnu ?» J'ai dit « J'ai laissé un gamin de 5 ans, je retrouve un vieux de 75 ans et vous voulez que je le reconnaisse ?»